bienvenue à ce nouveau numéro des Petits Déj Pro. Donc c'est le 8e, aujourd'hui sur le thème du management moderne. Je remercie tout d'abord notre intervenant du jour, Jérôme Courgeot, pour sa mobilisation d'attaque pour cette nouvelle année 2021. J'en profite également pour vous souhaiter une bonne et une joyeuse année 2021. C'est la 8e édition déjà, le temps passe vite, on a réussi à traiter pas mal de sujets. Aujourd'hui c'est le management moderne. Juste une petite piqûre de rappel sur cette session, donc les Petits Déj Pro, c'est un intervenant sur une thématique de gestion et sur un format d'1 heure avec un temps d'échange à la fin, questions-réponses. Donc en temps normal, on appelle ça un Petit Déj Pro parce qu'on est censé prendre un petit déj avant et avoir un petit temps de convivialité en amont. Vous savez que la période ne le permet pas. On fait ça en distanciel, donc en numérique, et en espérant un jour pouvoir retrouver des sessions en présentiel et un temps de convivialité comme on a pu le faire auparavant. Donc je vais passer rapidement la parole à Maxime et ensuite on pourra laisser la parole à Jérôme pour qu'il puisse dans un premier temps se présenter son activité et ensuite lancer donc cette conférence. Maxime. Merci Soufiane. Donc là je vois, j'accepte encore des personnes qui se connectent. Bienvenue à tout le monde. Bonjour, donc je suis Maxime Lehoux, président de l'association ERET, association regroupement d'entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. L'objectif est de créer de l'échange avec les chefs d'entreprise du territoire, d'être un interlocuteur privilégié avec les interlocuteurs de l'État et du territoire et être un facteur de développement pour le territoire et les entreprises. Donc on est partie prenante dans ce format des Petits Déj Pro. On est fait le 8e. On démarre bien l'année donc avec Jérôme Courgeot qui travaille ponctuellement avec l'association. Aujourd'hui, la thématique proposée, le management moderne, un levier dans la motivation en entreprise. Donc on va vous proposer cette thématique qu'on espère dynamique et avec une note d'espoir pour vous présenter vraiment tous nos bons voeux et vous donner des outils concrets pour peut-être revoir des pratiques en termes de management dans nos équipes, dans un objectif de favoriser le développement et la bonne dynamique de l'entreprise. Jérôme, je te laisse la parole. Oui, merci Maxime, merci Soufiane. D'abord, c'est un vrai plaisir d'être là au Bixco avec vous et j'espère que ce plaisir va être partagé. En quelques mots, donc je m'appelle Jérôme Courgeot, je suis coach professionnel accrédité RNCP 7 et je vais commencer par un cadeau de Noël. Vous voyez sur l'écran Euriès Consulting, c'est le nom de la société que j'ai fondée il y a quelques mois et le petit cadeau, c'est que vous avez en exclusivité la sortie officielle en fait, du site qui sort donc cette semaine. Donc à vrai dire c'est jeudi. Et donc j'ai grand plaisir et beaucoup d'émotion aussi à vous livrer en exclusivité les premiers éléments en fait, de ce site internet. Et bien sûr cet événement aujourd'hui sera intégré dedans et avec beaucoup de joie. Alors Euriès Consulting, alors tout d'abord moi effectivement, donc juste un cursus très rapidement pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc j'ai 25 ans en fait, de management dans l'industrie, une industrie que tout le monde connaît ici dans la région, dont la société possède un site à Saint-Cyr-sur-Loire qui s'appelle SKF, avec différents métiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du changement finalement, on va parler en fait de tout ce qui nous arrive et toutes les opportunités qui nous arrivent aussi. Et donc moi je me suis spécialisé là-dedans, dans le changement et dans le plaisir au changement. En 24 ans en fait j'ai fait 6 métiers différents. Donc, je suis ingénieur électronicien, j'ai fait du développement informatique, j'ai fait du développement de services, d'offres de services, de la vente, de responsabilité des ventes, du business développement, etc. Alors, c'est pas pompeux, en fait, c'est simplement pour dire que tout est possible et qu'on peut changer de métier, même si on a un diplôme qui nous a prédestinés à faire autre chose. Voilà, ça c'est mon premier message. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler du management moderne à travers ce que propose effectivement Euriès. Donc en quelques mots, Euriès, c'est un réseau de professionnels, donc ils sont tous reconnus par leurs clients. Donc c'est très très important parce que je pense que vous, entrepreneurs, vous êtes sollicités régulièrement pour avoir du soutien, du support, du coaching, du consulting, de la formation, etc. C'est très très difficile et Euriès a fait un post récemment sur comment bien choisir finalement ses coachs ou ses accompagnants.
Donc l'idée de Rias Consulting, c'est de rassembler toutes ces personnes-là qui ont un savoir-faire, un vécu, une particularité, ensemble. D'abord parce qu'on est plus fort ensemble, et puis aussi parce que les projets d'entreprise peuvent être multiples. On peut avoir besoin de dimensions RH, on peut avoir besoin de dimensions économiques, techniques, managériales, etc., etc. Donc l'idée, c'était de rassembler autour de Rias les meilleurs des meilleurs pour servir en fait nos entreprises. Donc coaching, conseil, formation, atelier. Ce slide-là, il paraît très très simple et vous allez voir, on y reviendra de manière indirecte, puisque c'est un des éléments de notre sujet aujourd'hui. Quand on a parlé du management moderne, en fait, on va se concentrer sur un des éléments du management moderne qui concerne notre époque aujourd'hui, enfin notre mois de janvier, que sont les objectifs. On va essayer de toucher du doigt, en fait, comment les objectifs peuvent impacter positivement, négativement, ou ne pas impacter du tout, les résultats et le développement en fait, de l'entreprise et la motivation en tant que telle. Donc on verra ça. Donc c'est pour ça que j'ai noté la mission en fait, de Rias Consulting, qui est d'intégrer le changement permanent comme une source d'épanouissement individuel et collectif. En fait, le challenge à nous tous, c'est pas vraiment le changement, c'est de vivre avec un changement permanent. C'est le mot permanent en fait qui vient s'ajouter avec le Covid, mais même sans Covid, ce changement permanent, on le voyait bien arriver de toute façon bien avant. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait en tant qu'humain, puisque naturellement humain veut dire méfiant sur les changements, puisqu'à chaque changement on génère une peur, on génère une frustration, on génère quelque chose qu'on ne connaît pas et donc l'inconnu nous fait peur. Donc comment est-ce qu'on intègre ça dans nos entreprises, dans notre manière de manager, pour libérer un petit peu la pression et jouer un petit peu avec ça pour les transformer en opportunités. C'est vraiment l'un des fondamentaux en fait de Rias Consulting. Donc l'épanouissement dans le changement. Et donc on s'adresse particulièrement aux dirigeants, aux managers ou aux professionnels qui sont, comme on le dit, à l'aube d'une transformation, c'est-à-dire qui eux-mêmes ressentent en fait un appel de changement sans pouvoir mettre les mots ou les phrases dans le détail. Donc l'un des quatre piliers de Rias Consulting, c'est les ateliers, et aujourd'hui, là ensemble, on est dans ce chapitre-là, des ateliers, donc je viens avec plaisir pour déployer ce sujet. Le petit menu, donc une petite vue du ciel et puis un petit sondage qui va suivre. Je vous raconterai une petite histoire, une toute petite histoire, et puis on parlera de manière très pragmatique et très pratique, j'allais dire au quotidien, comment Rias et comment je perçois en fait la mise en place des objectifs dans les entreprises. Et puis question-réponse. Donc la question elle est pour vous qui nous écoutez. Quand vous fixez un objectif, quand vous discutez avec vos collaborateurs sur les objectifs à fixer, qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui influence en fait les objectifs? Et là, vous voyez sur le mur de mots, ce sont des idées, hein, il n'y a pas d'influence particulière, vous pouvez avoir les vôtres. Mais qu'est-ce qui influence vraiment la mise en place de vos objectifs? Et là, du coup, on va basculer sur le sondage. Donc, là, je fais un clin d'œil à Maxime. Donc on va vous proposer un petit peu d'interaction pour ce début de petit déjeuner. Donc sur Zoom, vous allez voir apparaître sur votre écran un sondage. La question, quels sont les principaux critères sur lesquels vous validez un objectif avec vos collaborateurs? Voilà. Donc il va y avoir une dizaine de propositions. Donc bien sûr cette liste est non exhaustive. Je vous partage le sondage. Vous pouvez dans le chat noter des propositions et sur donc, notre Facebook Live aussi vous pouvez commenter des réponses. Donc je répète, quels sont les principaux critères sur lesquels vous validez un objectif avec vos collaborateurs? En proposition, les revenus, la stratégie, la banque, l'investissement, les indicateurs, les clients, vous-même, comptables ou vos concurrents. Et si vous avez d'autres propositions, on vous invite donc à interagir, faire preuve de créativité. Et si vous n'avez pas de collaborateurs, ça peut être comment vous fixez vous-même vos objectifs, ça fonctionne aussi. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs choix également sur le sondage. Ce n'est pas un choix unique. Oui, c'est les principaux critères, c'est choix multiples, vous pouvez cocher plusieurs réponses et valider le sondage. Et ouais, donc on est vigilant sur le chat. Je fais un petit clin d'œil à Anne-Sophie aussi qu'on n'a pas cité en début de petit déjeuner, qui est là en chef d'orchestre de ce petit déjeuner.
et qui nous aident à la bonne organisation de ce format. Donc là, je vois que c'est assez actif. Donc il y a 13 propositions de vote. Vous êtes 6 à avoir voté pour le moment. Je vous laissez encore 30 secondes et puis on va clôturer ce sondage. On a une réponse sur Facebook aussi. On a une réponse sur Facebook. C'est ce qu'elle nous dit, Facebook? C'est Emeline qui nous dit client et compta. Ok. Client et compta. Là, c'est lancé aussi sur le chat, sur Zoom, Pascal Laurence qui nous dit le développement. Hop, vous êtes 12 sur 13 à avoir voté, ça fait 2 minutes. Je laisse à la dernière personne la chance de... L'état émotionnel de l'équipe également. Valérie Noël qui nous fait remonter cette proposition sur le chat de Zoom. Allez, je clôture le sondage et vous avez toujours la possibilité sur le chat et sur les commentaires de Facebook de commenter. La cohérence d'équipe également, Jérôme, qui est remontée. D'accord. Donc là, je vous partage les résultats. Stratégie. La stratégie qui arrive en plus forte, en plus forte probabilité. Ensuite, on a à hauteur de 42% les clients, les concurrents à hauteur de 33%, et puis 25% les revenus, investissements, les indicateurs, 17% vous-même. Et après, donc, on a eu d'autres propositions avec le développement, l'état émotionnel de l'équipe et la cohérence des équipes. D'accord. Très beau panel. Très beau panel. Effectivement, ça fait déjà en peu de gens, il y a une quinzaine peut-être de personnes, on voit déjà en fait l'éventail qui se dessine et la richesse en fait de ce qui peut générer, mettre en place un objectif. Donc déjà, là, il y a une espèce de vertige, c'est ok, lequel choisir, lequel va être cohérent finalement. Quand je vois stratégie, donc la majorité des personnes ont mis la stratégie, 92% je crois, ça c'est déjà un bon point, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher à coller les objectifs à la stratégie de l'entreprise, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on verra tout à l'heure des choses qui paraissent très factuelles comme les revenus par exemple, il y a eu 19% je crois sur les revenus, on verra que ça c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, on va dérouler tout ça, mais le sondage en fait montre de manière complètement aléatoire, puisqu'il n'y a rien de prévu là-dedans, la diversité et la richesse en fait que vous, entrepreneurs, vous avez pour générer vos objectifs et surtout faire générer vos objectifs. C'est aussi l'un des points qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, pour conclure et pour donner déjà, pour préparer quelques pistes, je vous diffuse en fait un dessin que vous avez pu voir par ailleurs, il n'y a pas de choses très très complexes ou conçues. Il y a 2 images en fait. La première image où vous êtes en fait sur votre vélo avec votre entreprise et puis vous avez la bannière qui vous indique l'endroit où vous allez. Ça peut être l'objectif et on verra tout à l'heure qu'on lui donnera une autre connotation en fait à ce drapeau-là. Et puis en dessous il y a la réalité. Alors on est bien passé en 2020 pour le savoir. Ce que l'on avait prévu, je ne suis pas certain que beaucoup aient vécu ce qu'ils avaient prévu pendant l'année 2020. Et donc on voit que ce sont des aléas. Et donc la question ouverte que je pose, c'est à partir du moment où on est en janvier, on est plutôt sur le haut, on a une idée de l'objectif que l'on veut atteindre, on fixe les objectifs finalement à l'ensemble de ces équipes, ou pas. Et puis la réalité 2021 va être plutôt comme en bas. Donc la première question ouverte, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand le premier ravin arrive, quand la première traverse de bois arrive, quand il faut prendre le téléphérique, il y a un peu de tempête, etc. Qu'est-ce que vous faites avec vos objectifs? Pas de réponse, pas de réponse demandée, bien sûr. Donc voilà, donc on va parler de ça aussi. On va parler aussi de l'agilité. Et ça, c'est un des points en fait du changement. C'est comment on fait pour être agile face au monde et pouvoir réagir au fur et à mesure des événements qui arrivent, sans perdre le nord, le fameux drapeau dont on voit tout à l'heure. D'accord? Je crois que pour les objectifs professionnels, on peut faire un parallèle certainement avec les objectifs personnels. On a toujours un idéal de vie. On se rend compte que finalement, il y a des aléas de la vie où il faut être aussi agile
Et comme il faut être agile dans la vie, il faut être agile dans l'entreprise. Tu me tends une perche absolument magnifique, Maxime, parce que c'est effectivement quelque chose que je vais reprendre. Ce que l'on va voir aujourd'hui est applicable dans l'entreprise, mais elle est applicable pour soi-même. Ça, c'est fondamental. Et on va voir que la manière dont est construite l'identité humaine se construit de la même manière l'identité de l'entreprise. Voilà. Et à l'intérieur, il y a les objectifs. Voilà. Et on va voir où se positionnent les objectifs. Et on va voir aussi l'impact de notre culture, de la manière dont nous avons été éduqués, pas que en France, en Europe, un peu partout. Et pourquoi est-ce qu'on donne de l'importance aux chiffres, pourquoi on donne de l'importance aux objectifs, et que malgré ça, parfois, on peut avoir, pas forcément des échecs, mais au moins on n'est pas forcément toujours aligné, qui est un mot qui va revenir souvent, avec ce pourquoi on est fait et ce que l'on souhaite vraiment. C'est vrai pour l'entreprise et c'est vrai pour l'individu. Ça, c'est très très important et c'est très amusant même presque à voir que l'entreprise est comme une personne, et l'imaginer comme une personne est quelque chose déjà de très stimulant. Allez, une petite histoire. Cette petite histoire, elle est issue en fait d'un livre que je vais nommer et citer de manière assez régulière, qui s'appelle Robert Dilts. Robert Dilts et Stephen Gilligan, Stephen Gilligan est un psychologue clinicien aux États-Unis, et Robert Dilts est aussi psychologue et a développé ce que l'on appelle le coaching génératif, qui est un mélange entre la psychologie, la PNL, en fait toutes les techniques en fait d'accompagnement de coaching. Et je suis formé en fait avec Robert Dilts sur le coaching génératif. Et dans l'un de ses livres que je vous encourage, vous entrepreneurs, à acheter, il raconte cette petite histoire que chacun d'entre vous peut-être connaissait. Comment ? Non, Ouais. Ce sera mon vœu de 2021 de lire le livre. De lire le livre. Alors, c'est très imagé, c'est vraiment fait pour les entrepreneurs en fait. Il développe les facteurs clés de succès des entreprises. Et puis il y a un fond, enfin c'est 200% humain, c'est vraiment extraordinaire. Alors cette petite histoire, vous voyez en fait une cathédrale qui est en train de se construire. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages. En dessous, vous voyez des mots. Donc environnement, comportement, capacité, valeurs, croyances, identité, finalité. Et vous voyez en fait une illustration de chacun de ces mots avec un comportement en fait d'une personne. Cette personne-là, ça peut être l'un de vos collaborateurs. Ça peut être vous-même aussi. Ça peut être votre entreprise, c'est-à-dire l'ensemble de votre entreprise, où est-ce qu'elle en est là-dessus. Et c'est très très intéressant parce qu'ils font tous la même chose. Donc ils taillent des pierres pour fabriquer une cathédrale. Mais le premier, je vais essayer de dire, voilà. Le premier, lui, tout ce qu'il est en train de regarder, c'est sa montre pour pouvoir s'en aller quand ce sera terminé. Le second, il cogne comme une brute sur la pierre, parce qu'on lui a demandé de cogner comme une brute sur la pierre. Le troisième, il a acquis un certain savoir-faire. On voit bien qu'il est en train de commencer à tailler en fait une figurine. Donc il a développé des capacités, des compétences. Le quatrième, sa motivation, lui, il vient travailler parce que quand il gagne de l'argent, ça lui permet d'envoyer ses enfants à l'école et donc d'aller chercher, on pourrait appeler ça dans le monde moderne, l'ascenseur social ou je ne sais quelle motivation. Donc lui, il a une motivation différente qui s'appuie sur quelque chose qui est plus profond, de l'ordre des valeurs profondes, la valeur famille par exemple. Et puis au niveau de l'identité, donc l'avant-dernier, qui lui est passé maître en fait en taillage de pierre et en développement en fait d'art, et il a conscience qu'il est en train de construire une cathédrale. Vous voyez ? Tous ces gens viennent de la même origine, ils font plus ou moins la même chose. Et puis celui qui est au bout, lui, il dit mais je suis en train de créer en fait un espace sacré où les gens pourront se réunir, pourront se connecter entre eux. Donc lui, il a une autre motivation, un autre niveau de conscience et une autre perception en fait de ce qu'il fait dans la vie. Et pour autant, ils font tous la même chose. D'accord ? Vous voyez le sens de cette petite histoire. Alors, on va véhiculer à l'intérieur de cette histoire, vous allez voir qu'on peut l'aborder de différentes manières. Et la question dans le management moderne et dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui sont les objectifs, c'est que ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'en fonction que vous, entrepreneurs, vous validez les objectifs de vos collaborateurs, vous impactez à un niveau ou à un autre, en fait, de la description, sur la personne et sur la motivation, en prenant des objectifs qui sont plutôt d'ordre environnemental, plutôt d'ordre comportemental. J'ai entendu tout à l'heure la cohésion d'équipe. Bon, on est plutôt sur du comportement. Sur les chiffres, on est plutôt sur de l'environnement.
quand on va parler, j'ai entendu des objectifs qui sont de développer de la formation, par exemple, ou acquérir une formation technique pour développer des outils, etc. On va être plutôt sur les capacités. Donc vous voyez déjà que les objectifs, ils vont véhiculer un petit peu partout. Voilà. Donc qu'est-ce qui va rassembler ça? Donc je fais un petit résumé. Donc là, à gauche, vous voyez la pyramide de Dins. Donc je vais essayer de vous la montrer en plus grand. Elle reprend en fait la petite image que je viens de vous montrer et qui résume en fait parfaitement comment nous sommes constitués, nous humains. Tous. Comme ça, on est tous égaux, on est tous faits de la même manière, on est tous construits en fait de la même manière, et ça donne en fait une certaine explication de ce qui se passe aussi par rapport au Covid. Donc le premier niveau qui est l'environnement, donc on l'a vu tout à l'heure, où et quand, hein, de quoi on a besoin. On a besoin de PC, on a besoin d'un écran pour diffuser, on a besoin de chaises, d'ordinateurs, etc. Le fameux savoir-faire aussi, qui est au-dessus, en fait, qui s'imbrique dedans. Donc on ne peut pas développer son savoir-faire si on n'a rien, on n'a pas d'endroit pour le faire. Donc là, on est OK. Et puis, on a besoin de travailler nos capacités. Donc souvent, dans nos objectifs, on va aller chercher une formation, par exemple, pour acquérir des capacités. OK. Donc ça nous fait progresser. Est-ce que c'est relié à un objectif? Ça peut l'être. Ce qui est important, c'est que les trois qui sont en dessous se retrouvent dans un état de motivation que seulement si la personne qui va chercher ça, ces actions-là, est en alignement avec ses croyances et ses valeurs. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez une force de vente, et cette force de vente, vous voulez attaquer les clients, là j'ai entendu tout à l'heure, il y avait aussi des clients, donc vous voulez développer de la clientèle. Donc vous embauchez 2 vendeurs, vous les équipez avec une belle voiture, donc voilà, vous les briefez à fond, et puis l'un des objectifs c'est 20 visites par semaine. C'est un objectif ça, 20 visites. Donc on est bien dans l'environnement, la voiture, la capacité, vous mettez en place ce qu'il faut, les moyens, et vous leur demandez de faire 20 visites par semaine. Pour faire 20 visites par semaine, ils vont faire 800 bornes, 900 bornes, 1000 bornes, 2000 bornes. Sauf que pour faire ça, le code de la route, il vaut mieux l'oublier. D'accord? C'est pas dit dans l'objectif. Mais c'est un objectif. Si la personne, elle, sa valeur profonde, c'est la sécurité, et que vous lui demandez de faire 10 visites ou 20 visites par semaine, elle va développer toute une stratégie d'opposition en fait à l'objectif, que vous jugerez peut-être d'ailleurs pas exactement par rapport à ses valeurs, mais par rapport à son comportement. Non, je suis malade, non, j'ai raté le train, non, ou ma voiture est crevée, etc. Donc ça, c'est très très important aussi lorsqu'un objectif est mal choisi ou est en décalage par rapport aux valeurs profondes et aux croyances profondes. En fait, on en a tous, hein, là aussi c'est pareil, mais tout le monde est équipé, donc c'est ça qui est bien. Et donc s'il y a un désalignement déjà, hein, c'est 2 séries. Et c'est 2 séries, voilà. Et elles sont toutes différentes, et elles sont toutes respectables. C'est ça qui est assez intéressant aussi. Mais là, le premier message, c'est que s'il y a un décalage entre les croyances et les valeurs profondes de votre collaborateur ou de vous-même, avec tout ce que vous lui demandez de faire en fait au quotidien ou de manière objective, vous allez à l'échec direct. Voilà. Et donc les deux autres s'adressent plutôt effectivement aux managers ou à des dirigeants en fait qui ont raisonné, qui ont réfléchi sur plutôt du moyen terme, du long terme, et sur eux-mêmes, quelle est leur raison d'être eux dans l'entreprise. Pourquoi ils ont créé cette entreprise-là, à quoi elle sert. Donc c'est la notion de mission, voire même de vision, le fameux sens. Vous avez vu des posts un peu partout sur LinkedIn ou ailleurs, comment on donne du sens. C'est une vraie question, ça, comment on donne du sens. Donc la réponse immédiate, le sens, c'est ce que je crois moi. Ce que je crois moi, c'est bon, ça a du sens pour moi, c'est logique. Sauf que derrière, on a une équipe. Voilà. Et donc la vraie question, c'est l'entreprise en tant que telle. Comment est-ce qu'elle donne du sens aussi à ses collaborateurs? Et derrière, on parlera d'objectif. Donc cette pyramide en limon, on va y monter, et puis on va en redescendre comme ça, de manière assez naturelle, de manière à proposer quelque chose de très très concret, mais jamais déconnecté du haut de la pyramide. Donc tout à l'heure, Maxime, c'est pareil, c'est ce qui est vrai pour nous et vrai pour l'entreprise. Donc une entreprise qui n'a pas d'identité, qui ne sait pas pourquoi elle est là, aura beaucoup de mal à motiver ses collaborateurs et pour déployer des objectifs derrière. Premier message. Ça va toujours? Ça va. Ouais. Faut me dire si ça va trop vite. Donc là, je ne développe pas le texte, mais il y a la notion d'intention. En fait, tout part d'une intention. Avant de dire on va courir, on fixe toujours le cap. Pourquoi on va courir? Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup d'artistes
de sportifs de haut niveau qui courent pour une bonne cause. Ils ont une intention en fait qui est la lutte contre le cancer, le sida, etc. Et donc c'est ça l'intention. Donc l'idéal en fait c'est de trouver dans chaque entreprise l'intention. Parce qu'en fait c'est les seules choses qui rassemblent en fait les humains entre eux. C'est la raison d'être. C'est pourquoi on est là. C'est ça le sens. Donc là on digère, on infuse, et puis je vais vous proposer alors, j'ai appelé ça la méthode de Rias Consulting. Vous ne voyez pas là quelque chose de prétentieux, c'est une proposition. Elle s'adapte parfaitement, vous en faites ce que vous voulez, vous en enlevez, vous en mettez, vous pouvez. Les objectifs et la manière de faire en fait est complètement personnalisable, hein, évidemment. Donc là, on fait un petit point, Jérôme. On fait un point. On est à 9h30. Ouais. L'objectif c'est de terminer vers 9h45 pour lancer un débat derrière. Donc là je crois qu'on rentre dans la partie plutôt opérationnelle, plutôt outils pratico-pratiques. Oui, absolument. Certaines choses vous les connaissez, d'autres un petit peu moins, mais on va les rattacher après à ce que j'ai dit précédemment. Mais là, effectivement, c'est quelque chose de très pratique. Et il y a deux clés essentielles à retenir. Alors, la phrase de Nietzsche qui a été reprise en fait par plusieurs, et entre autres par Steve Jobs, qui dit j'embauche pas des talents pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, mais j'embauche des talents pour qu'ils me disent ce qu'il faut que je fasse. Nietzsche l'avait dit bien avant en disant donnez à un homme un pourquoi, il s'accommodera du comment. Voilà. Donc je reprends en fait un petit peu ce que je viens de dire. Donc le premier point, c'est quelle est votre vision du monde à vous, dirigeants. J'ai mis que c'était optionnel parce que c'est pas si évident que ça d'avoir une vision du monde. Tout bouge en ce moment. Et puis, on peut très bien ne pas avoir de vue sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans, et avoir une bonne entreprise prospère qui se développe. Donc, ce n'est pas un souci, mais ça aide. Ça aide en fait de proposer une vision du monde parce que les leaders modernes, quand vous pouvez regarder tous les leaders modernes, ce qu'ils proposent, ce ne sont pas des produits. Je vous parlais d'Apple tout à l'heure, ils ne proposent pas des produits, ils proposent une vision, une manière dont on va vivre demain. Et c'est là où les clients ou les collaborateurs adhèrent. Donc, la première question en tant que dirigeant et en tant que manager, c'est quelle est ma vision du monde, comment je vois les choses. Et si je le partage, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Donc ça, c'est le premier message. Un petit peu en dessous, si c'est optionnel, s'il n'y a pas de vision, il y a au moins une mission. Donc quel est le rôle de l'entreprise? On peut fabriquer de la laine de verre ou permettre aux gens d'économiser de l'énergie. On fait la même chose, mais la mission n'est pas la même. Vous voyez? Et donc, trouver la mission, identifier la mission. Et ce que je mets, et ça c'est fondamental, faites-le avec votre équipe, cette définition. On est là ensemble, on s'accorde 2 heures, voilà, parce qu'il y a du travail. Très bien, en 2 heures, on peut définir une mission. On le fait tous ensemble. D'après vous, pour l'entreprise, quelle est la mission de l'entreprise? À quoi on sert? Et vous allez voir que vous allez obtenir des choses absolument formidables, complètement surprenantes. D'accord? Les valeurs de l'entreprise. Donc une fois que vous avez défini la mission, c'est quelles sont nos valeurs partagées. On voit souvent dans les entreprises, hein, j'ai visité bien sûr beaucoup d'entreprises, et il y a eu toute une période, il y a quelques années, où on placardait dans les couloirs les valeurs. Donc les valeurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais personne, moi, peut m'imposer mes valeurs. Les valeurs, elles sont propres à moi, elles sont à l'intérieur de moi. Donc c'est pas parce qu'on me dit qu'il faut avoir ça comme valeur que je les aurai. Ça ne se transmet pas, une valeur, ça se ressent, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et là aussi, partagez vos valeurs. Parce que le fait de le faire en équipe, vous allez voir que vous allez obtenir donc des discussions autour de ces valeurs, le sens que chacun met à ces valeurs-là, parce que derrière les valeurs, il y a l'histoire, il y a les croyances, il y a les, alors je ne vais pas dire le trauma, mais il y a notre vie, de jeunes, l'école, etc. Et donc tout ça, ça se permet de se partager, et les gens se découvrent et arrivent à un moment donné à un partage en fait de valeurs. Et comment voulez-vous motiver plus les gens qu'en les rattachant à des valeurs qui sont des valeurs communes? Alors ça paraît hyper simple à démontrer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Alors après, on redescend encore avec les capacités. Alors là, c'est la question simple, c'est de quoi on a besoin. Voilà. Donc on veut développer, j'entendais tout à l'heure, développer la clientèle. Malheureusement, avec le Covid, on ne pourra pas toujours bouger. Il y a le sujet du travail à distance, par exemple. Bon, on a besoin de quoi pour faire du travail à distance? Est-ce que chacun peut travailler chez soi? Est-ce que les réunions... Là, j'entends énormément de discussions sur l'efficacité des réunions au travail. Et donc, on entend de tout. On entend, mais non, c'est pas possible de faire des réunions parce qu'il faut qu'on soit en face à face. Et puis d'autres qui me disent, ah, je trouve ça plus efficace parce qu'on s'écoute. On s'écoute plus quand on est à distance ou quand on est en face à face. On entend de tout. Donc là, ça veut dire qu'il faut travailler sur nos capacités. De quelles compétences on a besoin, individuelles, collectives. Quelles sont la nature des talents qu'on a besoin de développer, en fait. Hein. Ça, c'est important.
Et à ce stade, quand vous avez fait tous ces étages-là, on est vraiment sur de la co-construction collective. Mais attention, c'est pas parce qu'on co-construit qu'il n'y a pas de responsable dans le navire, qu'il n'y a pas de capitaine. C'est toujours le capitaine qui a fixé le cap, l'orientation de l'entreprise, qui va récupérer ça et qui va peut-être faire des choix et qui va construire en fait ce qui va devenir le plan. Hein? Vous êtes responsable, vous entrepreneur, de votre entreprise. C'est vous qui prenez la responsabilité de prendre cette direction, celle-ci, d'investir ici, d'investir là, d'embaucher tel profil, etc. etc. Hein? Donc ça n'empêche pas la responsabilité. Mais la co-construction du plan est une première base essentielle pour pouvoir fédérer en fait l'ensemble des collaborateurs qui derrière prendront le relais. D'accord? Alors une autre petite phrase de Joël de Rosnay, c'est quelque chose que du coup, c'est un petit peu un cadeau que vous pouvez garder dans la semaine, vous la faire tourner dans votre tête comme ça. L'entreprise de demain est une plateforme d'intelligence collective. Alors l'intelligence collective, c'est pareil, on voit plein de postes, on voit plein de choses comme ça, mais si on se concentre sur le fonctionnement d'une entreprise aujourd'hui, on voit intégrer de plus en plus en interne en fait une volonté de développer des ateliers d'intelligence collective, de développer du design thinking, en fait toutes les techniques de créativité qui tendent à fédérer, faire des team building, etc. Enfin bref, tout ce que... je vous encourage à la faire tourner encore plus longtemps en fait cette phrase-là, parce que ça c'est une vision que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà en fait dans leur tête. C'est derrière l'intelligence collective, il y a tout le collectif. Il y a le dirigeant et son codir, il y a sa ligne managériale, il y a les collaborateurs, il y a les clients, les fournisseurs, les concurrents, il y a les espaces de coworking avec les consultants, enfin tout ce que l'on fait là aujourd'hui. Donc l'intelligence collective, elle est beaucoup plus large que le périmètre de l'entreprise. Et ça, c'est aussi une des directions et un des sens aussi que je souhaite partager en fait avec les entrepreneurs qui nous écoutent. Ouvrez les frontières de votre entreprise, sortez et faites entrer aussi l'intelligence collective à l'intérieur de l'entreprise. Je crois que c'est ça les fondamentaux du management moderne, en fait, c'est de travailler en Absolument. réseau, Absolument. qu'il soit en interne ou en externe, mais... Alors le réflexe, c'est de dire, mais ok, mais moi, mon entreprise, c'est mon entreprise, donc je vais embaucher un informaticien, par exemple. Je vais embaucher un informaticien, comme ça, il fera exactement, il respectera la culture de l'entreprise, etc., etc. C'est une option. Et ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien. Mais c'est limité parce que finalement, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il va être informaticien de l'entreprise. Mais qu'en est-il du monde extérieur qui, lui, n'a fait que bouger pendant que lui était en train de se former et d'intégrer les nouveaux outils dans l'entreprise? Alors qu'en créant de la porosité, ce que j'aime bien, c'est la porosité. On voit dans les grandes structures, en fait, ce qu'on appelle la mobilité interne, c'est-à-dire encourager les gens à changer de métier, s'ouvrir sur d'autres opportunités, etc. C'est très très bien, je trouve ça très intéressant, mais voyons plus loin. L'intelligence collective, c'est la porosité qu'il y a entre les entreprises. Quand vous faites un métier, il y a de fortes chances que dans un autre métier, il y ait des choses qui vous intéressent, sur lesquelles vous pouvez vous inspirer, des business models par exemple. C'est très très intéressant d'aller piquer ou d'aller s'inspirer des business models dans un secteur qui n'a absolument rien à voir avec le nôtre. Et c'est ça la porosité. Et donc c'est pour ça qu'on a vu s'ouvrir il y a quelques années beaucoup de business labs avant les espaces de coworking. Dans certaines entreprises qui avaient effectivement les moyens et la volonté de le faire, on a vu Renault le faire, on a vu Pôle emploi le faire, on a vu plein de gens en fait créer des espaces où on crée de la porosité et du mélange. C'est le mélange en fait qui crée la créativité. On l'abordera tout à l'heure. On utilise l'innovation, et c'est une question que je pose, ça peut être complexe de faire l'innovation. Par contre, aller chercher de la créativité collective, ça c'est à portée de main. Et c'est en générant en fait toutes ces porosités dans l'entreprise qu'on récupère beaucoup de fraîcheur. Et dans cette période de Covid, on a pu le voir aussi, les comportements peuvent être différents. C'est-à-dire qu'on peut se recroqueviller sur soi-même, ou alors au contraire avoir un réflexe de respirer bien fort, de générer de la porosité, de regarder comment ceux qui s'en sortent le font, et comment est-ce que je peux m'en inspirer. Et c'est pas honteux, au contraire, c'est le collectif. D'accord? Alors, là, il y a une première clé qui arrive, vous la voyez au centre. Vous avez co-créé en fait avec votre équipe le plan. Vous avez une idée de la mission de l'entreprise. Vous avez les valeurs identitaires en fait de l'entreprise. On n'est pas forcément sur quelque chose de très conceptuel au niveau de la vision. Ça, on peut laisser tomber pour l'instant, c'est peut-être trop tôt. Mais ça, c'est fait. Vous, en tant que dirigeant, vous avez mis un peu d'ordre là-dedans. Vous avez établi votre plan, qui va être votre plan, votre route, votre feuille de route pour l'année, pour les 2 ans, pour les 3 ans, par exemple. Ou pour les 6 mois. Ça aussi, c'est vous qui voyez en fonction de l'activité que vous avez et des événements qui vont arriver.
Ce plan-là, vous allez le présenter à votre équipe. Ça, c'est très très important. Vous partagez ce plan, vous le mettez sur la table et vous reprenez une demi-heure, une heure pour partager. Tout le monde est informé en fait de ce qui est en train de se passer dans l'entreprise. Ils vont retrouver leur contribution personnelle, ils vont retrouver la contribution collective, ils vont retrouver les mots qu'ils ont choisis, les valeurs, etc. Et donc, ça va les conforter en fait et les consolider encore plus sur cette dimension identitaire de l'entreprise. Ça, c'est important. Et la magie, la première clé, le premier tour de magie, c'est juste après. C'est qu'au lieu de demander à vos collaborateurs de fixer, de leur donner les objectifs, au lieu de leur donner les objectifs, vous allez leur demander de vous proposer leurs objectifs. Donc ça, c'est une clé, c'est fondamental en fait dans la motivation en fait du collaborateur. Au lieu de dire, bon ben voilà, toi tu vas faire 10 visites par semaine, toi tu vas augmenter ton chiffre d'affaires de 3%, toi tu vas, le taux de rebut doit être inférieur dans les productions par exemple, le taux de rebut doit être inférieur à 2%, ben c'est ton objectif. Non, non, en tant que dirigeant, vous ne dites pas ça. Vous dites, voilà, on a partagé le plan, on a co-construit le plan ensemble. L'objectif final de l'entreprise, c'est, je ne sais pas, d'être leader dans tel domaine ou de développer tel département. Enfin bref, peu importe, en fait, l'objectif global est fixé, a été fixé en commun. Comment est-ce que toi, tu peux contribuer en termes d'objectifs au déploiement de l'entreprise? Ça, c'est fondamental. Et pour l'avoir pratiqué pendant des années, je peux vous dire qu'en tant que manager, vous êtes toujours surpris en fait de ce que vous amènent vos collaborateurs. Toujours, toujours, toujours. Et ils sont suroptimistes. Vous voyez le rapport? Le rapport est complètement changé. Ils sont suroptimistes, ils arrivent parce qu'ils sont convaincus de l'identité du groupe, ils sont convaincus des talents qu'il y a dans le groupe, ils se sont portés en fait par quelque chose qui les unit, et ils ont envie de contribuer. Leur manière de contribuer, c'est de vous proposer en fait les objectifs. Moi, avec mes capacités, donc je rejoins dans la pyramide, vous vous rappelez, la capacité, les croyances, moi je crois que je peux faire ça. Voilà. Vous voyez? Et ça change tout. Première clé. Et là, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous êtes prêt pour les entretiens. Je n'ai pas dit annuels, les entretiens annuels, je pense qu'il faut qu'on oublie la régularité dans les entretiens. Je pense que non, on n'accorde pas une fois par an de l'importance à l'humain. On accorde de l'importance à l'humain tout le temps. Ouais, c'est un basique. Et donc, on va parler d'entretien individuel. Donc là, on va se retrouver en face à face avec son collaborateur et on va partager. Est-ce que tu as des questions sur le plan? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient imprécises? Non, 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 tout est bien, tout est OK pour moi. Alors maintenant, fais-moi part de tes objectifs. Qu'est-ce que tu voudrais réaliser toi cette année ou dans les 6 mois à venir dans l'entreprise? Voilà, c'est ça l'entretien. OK? Donc là maintenant on va voir sur quels critères, parce qu'il faut cadrer, il faut quand même pas partir sur moi je voudrais faire une heure de tricot le matin en arrivant parce que ça me détend. Non, non, on est dans une entreprise, hein, d'accord? Et donc on va aller chercher des objectifs. Donc sur la partie gauche, il y a les objectifs que vous connaissez déjà, qu'on appelle les SMART, qui permettent déjà de structurer en fait un objectif, de mettre des chiffres à un moment ou à un autre quand c'est nécessaire. Donc on va les reprendre, ils sont très bien en fait, ils sont très utiles. Et puis moi j'y ai rajouté 5 critères en fait qui sont les critères de Reyes, qui donnent de la fluidité, qui gardent en fait la cohérence avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur le sens qu'on veut donner en fait à notre démarche personnelle et collective. Alors je ne vais pas m'étendre sur le SMART. Ok. T'étais loin dans l'effet de style là. Il prend de la place, le Smart. Le SMART, Il a un il a bouton. plombé le micro-pros. Bon, je reviens. Vous me dites, Maxime et Sofiane, si vous voulez que je ralentisse un Je petit crois que peu. c'est assez clair là. Là, c'est clair. Bon, c'est propre à la personne, donc autrement, c'est pas un objectif. Petit bémol, faites-vous plaisir, entre guillemets, si vous avez un binôme, par exemple, un vendeur, une assistante commerciale, un technicien, un commercial, quelqu'un de la qualité, par exemple, avec un responsable client. Si vous voulez créer des objectifs par binôme, par trinôme, par groupe, c'est génial. Un objectif collectif. Et donc c'est un objectif collectif, vous pouvez croiser et les encourager à le faire. Ils sont plusieurs, ils s'encouragent. Hein? Donc oui, c'est propre, j'allais dire, à la personne ou au groupe. Mais c'est eux qui décident, c'est eux qui proposent. Ah bah tiens, j'ai pensé qu'avec machin, on pourrait développer une offre, par exemple. Donc en ce moment, il faut développer des clients avec le Covid, tout ça, on a besoin de retrouver des activités. On avait pensé à développer cette activité-là, mais moi, tout seul, j'ai aussi mon boulot à faire, quoi. Donc j'ai pensé qu'on pourrait se mettre à 2 ou à 3, et si t'es OK, on prend pour l'objectif, dans le premier trimestre, de au moins te proposer une offre. Boum. Voilà. C'est spécifique. C'est simple, c'est clair, c'est précis.
c'est fait ou c'est pas fait. Donc ça doit être mesurable. Donc ça c'est un peu casse-gueule parfois. Donc il faut être assez vigilant là-dessus. Donc j'ai mis fait ou pas fait. Donc un objectif, ça peut être que ça. Ça peut dire, ben voilà, je vais te présenter une offre. Donc l'objectif, ça sera l'offre, elle est sur le bureau ou elle n'est pas sur le bureau. Elle est sur le bureau. Donc objectif atteint. Voilà. Donc attention au flou au niveau de l'estimation. Je suis très vigilant, j'ai toujours été très vigilant aussi sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc pour moi, l'augmentation du chiffre d'affaires est une conséquence de ce qui a été fait précédemment. Donc mettre un objectif, tu vas développer ton chiffre d'affaires de 5 ou 10%, je trouve ça assez casse-gueule. D'accord? En revanche, quels objectifs tu vas mettre en place pour aller développer ton chiffre d'affaires, ça c'est moins casse-gueule et c'est plus factuel. Aller voir plus de clients, Ça peut être plus de clients, développer des offres, développer des prospects. Alors les salons ont passé de mode un petit peu, mais aujourd'hui il y a des formules modernes, il y a des webinars, il y a des choses comme ça qui existent. Voilà. Et donc il vaut mieux travailler là-dessus, à ce niveau-là. Du coup, ça devient plus simple, plus précis, et ça a un impact sur le développement des ventes. Le vendeur n'est pas seul responsable du développement du chiffre d'affaires. Si on livre tout en temps et en retard, en fait, on impacte négativement le chiffre d'affaires. Si la qualité est médiocre, on impacte le chiffre d'affaires. Et donc, le chiffre d'affaires, en fait, et le profit d'une manière générale au niveau du dirigeant, est finalement la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Oui, donc finalement, en fait, le développement du chiffre d'affaires fait partie de la vision du chef d'entreprise. Il peut le présenter dans son plan. Par contre, en termes d'objectifs individuels ou groupes, on va plutôt être sur des faits plus précis. Sur des faits plus précis, des choses qui impactent vraiment. Je peux te dire, tu vas développer ton chiffre de 30%. La plupart des collaborateurs vont dire bon d'accord, ok, si tu le dis patron, c'est que ça doit être vrai. Mais on n'est pas dans le comment. Et puis on n'est pas sur. Encore une fois, ce sont les collaborateurs qui savent comment. Le comment, c'est eux qui savent. C'est pour ça qu'en procédant de cette manière-là, vous vous accordez sur l'identité, sur la raison d'être en fait de l'entreprise. Et si tout le monde a compris en fait là où allait l'entreprise, où elle souhaitait aller, les gens sont parfaitement aptes en fait à proposer leur contribution. Ils la connaissent leur contribution, leurs aptitudes. D'accord? Bon, la notion, à partir du moment où on fait comme ça, la notion d'acceptable et d'atteignable, en fait, elle vient naturellement, parce que la personne, elle sait de quoi elle est capable. Et je disais tout à l'heure que c'est suroptimiste, je peux vous assurer que 100% des collaborateurs à qui j'ai discuté et j'ai échangé sur les objectifs, je réduisais les objectifs. Je leur disais, écoute, c'est pas forcément inaccessible, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses que tu vas faire. Donc cet objectif-là, au lieu de le mettre à 80, on va le mettre à 70 ou à 60. Et déjà, si tu fais ça, c'est top, quoi. Je peux vous dire qu'il repart, il est motivé. Vous voyez? Donc, attention aux interactions avec les autres collaborateurs aussi. Dans acceptable aussi, il faut se poser la question de, pour réaliser ton objectif, est-ce que tu es le seul maître pour le réaliser, c'est-à-dire le seul influent, ou tu as besoin de quelqu'un d'autre, ou de quoi tu as besoin? Et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Ça, il faut faire très attention. Du coup, il faut plutôt multiplier des petits objectifs plutôt que de mettre un gros objectif. Eh bien, il faut mixer. Je pense qu'il faut mixer. Je pense que ça dépend, en fait, encore une fois, il faut respecter l'identité du collaborateur. On a dans les populations de vente, on a des gens qui sont plutôt des winners, des gens qui veulent être les premiers, etc. Et c'est leur profil. Ben, s'ils proposent un objectif, en fait, qui est ambitieux, qui est lourd, qui est gros, et que vous pensez que c'est accessible, il faut lui donner cette capacité-là. Et d'autres, au contraire, ils ont besoin de stabiliser. Je pense aux gens qui sont dans les services administratifs. Ils vont plutôt dire, ce qui serait bien, ça serait de faire en sorte que nos procédures soient propres pour l'audit de qualité, qu'il n'y ait pas trop de déchets, ils vont être sur quelque chose qui vont mettre les bases, c'est indépendant, c'est indispensable aussi dans une entreprise, ça. Et c'est leur propre identité. On a besoin de tout, en fait, de tous les talents. En fait, l'idée, c'est de faire... du profil, hein. En fonction du profil et des talents, en fait. Chacun doit... En fait, le rôle du manager, c'est de faire émerger, en fait, les talents de ses collaborateurs. Et si vous leur donnez cette possibilité-là, en fait, tout le monde est gagnant. La personne et l'entreprise, bien sûr. Alors là, c'est un élément de réponse aussi pour toi, Soufiane. Il faut que ce soit réaliste pour vous et pour votre collaborateur. À partir du moment où un objectif est très très ambitieux, faites des jalons. Parce qu'un objectif très ambitieux, il peut ne pas être atteint à 100%. Et pour autant, les talents, l'énergie développée par le collaborateur pour aller chercher l'objectif est exceptionnelle. Ça serait dommage en fait de ne pas le récompenser, ou du moins ne pas le féliciter en fait de ça. Donc en faisant des jalons,
ce que j'aime bien dire, c'est qu'on mange le saucisson en tranches au lieu de le manger entier. Il y a un objectif qui est très lourd, vous sentez que le gars ou la femme a les épaules pour le prendre, elle a envie de le prendre, elle a les capacités pour le faire. Ok, on fixe l'objectif, mais par contre, on met un jalon, on coupe une petite tranche de saucisson et on fait un point à la fin de la tranche. Voilà. Et c'est atteint, ok, félicitations, maintenant deuxième tranche. Voilà. Ça c'est motivant. J'en profite aussi, donc au niveau temporel, bon, évidemment, on date en fait l'objectif. Ok, tu veux obtenir ça, est-ce que c'est dans l'année, est-ce que c'est dans les 6 mois? Donc c'est en lien un petit peu avec les jalons. C'est très très important aussi de couper un peu le temps en morceaux. Parce que dans nos activités, encore plus, nos activités modernes, bon, tout va très vite et puis on a tendance à faire chasser une priorité par une autre. Hein. Donc ça c'est important. Ça me permet aussi d'intégrer de la souplesse en tant que manager. À quoi ça sert de maintenir un objectif si 3 mois plus tard il n'a plus de raison d'être? Parce que c'est ça notre monde d'aujourd'hui. Et ça vous l'avez perçu, hein. Mais non, on a dit qu'on ferait ça, parce que moi, ma valeur profonde, c'est je respecte mes engagements. Vous voyez, je fais le lien avec moi, ma valeur profonde en tant que manager, on m'a appris à, quand tu commences quelque chose, tu le finis. Ben non. Ben non. À quoi ça sert de commencer, d'aller jusqu'au bout d'un objectif si entre-temps il y a eu le Covid, entre-temps le produit qui devait être mis au point, il n'est pas mis au point, j'ai besoin d'un an de développement supplémentaire. Pourquoi je vais continuer à avoir un objectif de développement des ventes sur un produit qui n'est pas encore qui est pas là? Vous voyez la bataille entre la valeur profonde, moi par exemple en tant qu'entrepreneur, qui est de dire quand je commence quelque chose je le finis, et le fait de dire à mon collaborateur, bon bah écoute, là on va retravailler sur un objectif au mois de mars, parce que ce qu'on a dit en janvier, bah, tu vois, malheureusement tu ne pourras pas le délivrer. Souplesse, l'agilité, c'est ça l'agilité. Il doit y avoir une notion de révision des objectifs. Et c'est là, absolument. Et il faut que le collaborateur puisse le remonter. Ça c'est important aussi. Et l'agilité c'est ça, et vous voyez la force en fait. Si précédemment, au début d'année, vous avez rassemblé votre équipe sur cette mission, sur ces valeurs, sur communes, hein, sur cette identité de l'entreprise, vous n'avez aucun mal à remettre en question l'objectif. Parce que finalement, vous allez en trouver un autre qui sera en alignement et qui ne dénaturera pas, en fait, la mission de l'entreprise. Quand on a, je l'ai perçu plusieurs fois, quand on arrête un objectif, on culpabilise, on se dit ah, zut, j'ai pas rempli ma mission. Non, c'est juste que l'objectif n'a plus lieu d'être. Et bien on arrête, hop, on passe à un autre. Et ça, culturellement, on a eu beaucoup de mal en fait à accepter ça dans les entreprises. Jérôme, on enchaîne, il est 9h48. Aïe. Si tu veux développer les 5 critères Allez, j'y vais, j'arrête. Ok, c'est parti. Alors ça, ce sont les critères de RIS. Alors, je suis disponible après, les gens qui veulent m'appeler pour détailler, etc. Il n'y a aucun problème, ils me contactent sur mon profil LinkedIn, téléphone, mail, peu importe les moyens. Il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir en fait d'échanger avec eux. Les critères de RIS, c'est l'intégrité en fait. Votre collaborateur, il ne faut pas le mettre en danger. Ça c'est très très important, ça paraît idiot, mais je donnais l'exemple tout à l'heure de la route, hein, du nombre de clients. On donne un objectif. Si l'objectif peut développer en fait un danger sur la route, peu importe, hein, ou sur l'écologie même de la personne, je vais prendre un autre exemple. Si vous fixez un objectif à un collaborateur qui n'est pas compatible avec sa religion, par exemple, ça pose un problème, on est d'accord. Il faut, je pense qu'en tant que manager, il y a une responsabilité maintenant, et c'est la dimension manager humaniste en fait, qui pour moi est très très importante, qui est une dimension supplémentaire en fait, qui est en train de se développer en fait dans l'ensemble des entreprises. C'est qu'on ne peut pas en tant que manager ne pas intégrer la personne en tant que telle et de l'accueillir dans le fameux sens commun. C'est très très important. Donc là, on rejoint les capacités. Il n'y a pas que la formation technique, il y a aussi le savoir-être. Hein. Encore une fois, on est sur du collectif. Ce n'est pas forcément inné en fonction de son éducation, en fonction de ses valeurs propres, de savoir communiquer avec les autres. Hein. Donc là, on peut revenir sur des basiques. Hein. Il y a ProcessCom qui existe, il y a énormément de techniques qui permettent de comprendre comment fonctionne l'autre, pourquoi il fonctionne et comment moi je fonctionne. Et donc, du coup, ensemble, on fonctionne mieux. Donc ça, c'est très très important. On pense souvent à la partie technique, mais on oublie souvent le savoir-être. Je reviens sur les valeurs et les croyances. En entretien individuel, ne pas avoir peur de dire, mais pourquoi tu m'as donné des objectifs en rapport avec le plan qu'on a défini ensemble, en groupe, etc. Mais c'est quoi, toi, ta motivation? Pourquoi tu veux aller chercher ces objectifs-là? Il va vous dire ces valeurs. Il va dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est ça. Ben voilà, super. Au moins, vous le savez. Hein? Et la mission, alors ce qui est vrai pour l'entreprise est vrai pour l'individu.
Vous pouvez demander aux collaborateurs, toi, quel rôle tu as dans l'entreprise, quel rôle tu voudrais avoir, peut-être même en plus de ton job. Hein, donc on rejoint le côté agile en fait et ouvert pour eux en fait de l'entreprise, mobilité interne, etc. Et vous serez surpris des propositions. Moi j'aimerais bien animer un groupe, peut-être en after work éventuellement sur le marketing, parce que j'ai toujours voulu faire du marketing, mais moi je suis un technicien. Et le marketing, moi ça m'intéresse et je comprends bien que c'est pas mon métier, donc l'entreprise ne va pas me payer à faire du marketing, je suis là pour faire de la technique. Mais si tu es OK, moi ma mission ça serait de développer un esprit un peu plus marketing, un peu plus digital, etc. Voilà. Ma mission, ce serait ça dans l'entreprise. Poser la question, c'est aussi simple que ça. Et il y a un critère que j'adore, que j'utilise depuis 15 ans, 10 ans, c'est fun. Un objectif, ça doit être fun. Hein, et donc, posez-lui la question, est-ce que l'objectif qui m'a fixé, ça te fait vibrer? Est-ce que c'est fun? Est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que tu as envie, quoi? Est-ce qu'il y a de la vie derrière ça? Il faut poser la question. Et là, il y a de l'adhésion. En résumé, un travail collectif, donner du sens, hein, partager avec votre équipe. Le parti individuel, écoutez les besoins de vos collaborateurs, donnez-leur l'opportunité de contribuer en fait à la réussite de l'entreprise. Et la deuxième clé, donc, que j'ai mise sur un chapitre de leader, une fois que les objectifs sont réalisés, vous, manager, vous êtes à la disposition de votre collaborateur pour l'aider à réaliser ses objectifs. Ça, c'est fondamental aussi. En tant que manager, vous n'êtes pas là pour regarder s'il déroule ses objectifs. Vous n'êtes pas là pour contrôler. Là, tu as fait plus 5% cette semaine, tu as pris moins 15% par rapport à l'objectif final. Pas terrible, hein? Non. Comment moi je peux t'aider pour déployer tes objectifs? J'ai vu que tu étais un petit peu en retard sur l'objectif, comment on peut faire? Demande-moi, de quoi as-tu besoin? Et ça, c'est le manager moderne. Ça, c'est du comportement, en fait, d'entreprise moderne. D'accord? Et n'oubliez pas de célébrer des petits jalons. Il n'y a pas de petite victoire, on célèbre ensemble. Soit à deux avec votre collaborateur, soit en groupe, quand c'est le groupe qui a travaillé, soit des grosses victoires, des grosses commandes, des nouveaux produits qui sortent, etc. Célébrons, ça fait tellement de bien en fait. Il faut célébrer en fait 5 à 6 fois pour absorber en fait un échec. Il faut célébrer beaucoup plus de fois, vous allez dire, des choses positives, pour absorber en fait les aléas du quotidien. Profitons-en. Le dernier slide, donc ça reprend, vous vous rappelez la première image qui était l'objectif et puis la réalité du terrain. En tant que dirigeant et en tant que manager, mettez du cœur dans votre vision. Les chiffres, ils viendront quand ils viendront. Le fichier Excel, il viendra quand il viendra. La progression à 2 chiffres, elle viendra quand elle viendra. Mon message là, c'est donner de la vision à vos collaborateurs. Remplacez peut-être l'objectif par de la vision, une mission, moyen terme, long terme, et alignez-vous vous-même avec qui vous êtes, et vous allez voir en fait que le reste vient tout seul. D'accord? Donc j'en ai terminé. Pour ceux qui le demanderont, on pourra envoyer aussi le PDF, enfin le slide. Et là, je vous ai mis des questions, c'est mes questions à moi, c'est mes... Bon, voilà, c'est des cadeaux. Une question pour moi, c'est des cadeaux. Voilà. Donc là, j'ai fait quelques cadeaux. Bonheur au travail, par exemple, une que j'aime beaucoup, c'est quelle est la meilleure décision que vous pourriez prendre aujourd'hui pour projeter votre entreprise dans un monde durable et enviable. Voilà. Je vous laisse pas le soin de lire ces questions. Et voilà. Merci Jérôme. On va pouvoir maintenant lancer le débat, Maxime, c'est ça? Avec nos participants, que ce soit sur Zoom ou bien sur Facebook Live. Les questions sur Zoom, vous pouvez les poser soit en prenant la parole, soit en les posant sur le chat. Et sur le Facebook Live, ça sera en commentaire. On se fera le plaisir de les relayer directement à toi, Jérôme. Parfait. Un grand merci à toi, Jérôme. Donc si j'ai bien compris, en fait, le management moderne, c'est être agile, travailler en groupe, en collectivité et prendre de la hauteur sur ses collaborateurs pour aspirer tout le monde vers le haut. Prendre de la hauteur et les emmener, parce que le vrai leader, en fait, il donne en fait une certaine vision du monde, une certaine perception du monde. Et ceux qui le réalisent, ceux qui ont les compétences et le talent en fait pour le faire, c'est l'ensemble des collaborateurs. On est très très loin en fait du modèle d'après-guerre. C'est de la confiance. C'est de la confiance. Alors, ça c'est un sujet intéressant, c'est qu'on voit aussi des posts sur dire qu'il faut développer de la confiance. Alors on met en place de la confiance dans l'entreprise en disant il faut se faire confiance, etc. Et puis on contrôle derrière. On contrôle même sans dire qu'on contrôle.
l'humain n'est pas fou en fait, il perçoit parfaitement en fait qu'il n'y a pas la confiance dans ces conditions-là. Donc la confiance en fait elle se génère par les actes, par l'authenticité en fait du manager. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'un même objectif avec deux intentions différentes, certains auront du succès et d'autres généreront de l'échec et de la frustration, alors qu'en fait les objectifs sont identiques. Et donc ça c'est le point fondamental. Quelle intention vous, manager, vous donnez en fait à votre démarche? Et c'est ça qui est perçu par l'humain. La parole est à vous, chers internautes sur Facebook Live ou sur Zoom. Toujours la première question. Eric, à bientôt. Je sais que Pascal, il est pas mal dans le sujet. Est-ce que tu voudrais intervenir ce matin? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait réagir? Sur l'entreprise et puis sur l'aspect collaboratif, là, je suis complètement conscient que l'entreprise de demain elle ne peut pas être autre que collaborative. Maintenant, il y a aussi la dimension souvent des entreprises qui sont des petites entreprises. Et je voulais poser la question, en fait, quelle est la part logique, je dirais, de management et de production, puisqu'on reste, nous, toujours des producteurs, malgré tout, à la fois producteur, à la fois chef d'entreprise et manager. Donc ça, c'est en fait trois casquettes qui sont pas toujours faciles à équilibrer sur notre temps de travail qui s'allonge. Ouais. Voilà. Merci Pascal, juste Pascal, donc c'est pour nos amis de Facebook, parce que je sais quand sur Zoom vous parlez, Facebook n'entend pas très bien. Là l'idée c'était de mettre en corrélation les TPE avec des chefs d'entreprise qui sont plutôt multicasquettes et comment on met le management moderne dans... Oui. Ça c'est une question effectivement fondamentale. Et je dirais aussi qu'on retrouve cette problématique aussi dans les grandes entreprises. C'est-à-dire que, ou moyennes. Un manager, quand on regarde en fait un manager, quand il arrive dans les entreprises, il arrive avec un domaine d'expertise souvent. En fait, il arrive rarement, enfin de plus en plus, maintenant dans le monde moderne, ils sont embauchés en tant que manager, mais en fait pas toujours. Et donc ils arrivent avec leur domaine d'expertise technique. Et puis au fur et à mesure des années, comme ils développent en fait des expertises techniques, naturellement ils se retrouvent managers. Donc, pour moi, ça peut être une erreur assez fondamentale. Mais ça veut dire, en fait, ce que tu dis, Pascal, c'est intéressant parce que ça veut dire que toi, tu développes ton activité dans ton domaine d'expertise aussi, pour reprendre le parallèle. Et puis petit à petit, tu te rends compte que tu dois aussi développer des capacités managériales. Et ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas de mal en fait à concevoir que pour être un bon technicien, un bon menuisier, un bon mécanicien, un bon électronicien, un bon ce que vous voulez, on doit acquérir des compétences et de l'expertise. Et quand on parle du management, alors là du coup, on pense qu'il faut que ça s'improvise ou que c'est une tâche supplémentaire. Eh bien non, le métier de manager en fait s'apprend comme n'importe quel autre métier. Et effectivement, c'est un temps à se répartir, c'est un temps à prendre pour s'occuper de l'autre, pour s'occuper du collaborateur. Ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend. Voilà. Et c'est ça ce que je voulais dire, c'est que au même titre que tu apportes certainement de l'attention au travail que tu fais, eh bien, certainement, il faut aussi amener de l'attention à l'autre, au collaborateur. Le collaborateur, il peut être un très bon technicien, mais malgré tout, il se retrouve aussi devant un client. Et donc, dans le petit dessin que je faisais voir tout à l'heure avec la construction de la cathédrale, sans l'emmener jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'à avoir cette dimension un peu spirituelle du travail, si déjà il a conscience que lorsque on met des patins avant de rentrer chez le client, on est poli, c'est la moindre des choses, a un impact sur l'entreprise, bon, bah, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On a fait comme thématique un petit déjeuner pro sur la gestion du temps des dirigeants. Oui. Du coup, certainement qu'un manager qui est multicasquette, un chef d'entreprise qui a une large dimension dans l'entreprise, l'idée c'est peut-être de se mettre dans son planning en fait
un temps imparti au management ou à l'équipe. Oui, alors je vais proposer en fait un module là-dessus, un tout petit module en fait, d'une demi-journée. Premièrement, la première chose, c'est en tant que dirigeant, en tant que manager, c'est d'être aligné, d'être en accord avec sa vision ou la mission de son entreprise. Ça, c'est fondamental. Parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que pour avoir vu beaucoup de formations sur la gestion du temps, hein, des choses très pragmatiques, alors ça rassure tout le monde parce que du coup, c'est cadré, c'est bien, donc lundi je fais ça, mardi je fais ça, telle heure machin, etc. Je ne dis pas que je ne peux pas le faire, il faut certainement le faire. Qu'est-ce qui est important par rapport à l'urgence? Enfin, on voit ça. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est premièrement d'être aligné avec la mission. Qu'est-ce qui vibre en tant qu'entrepreneur à l'intérieur de moi quand je parle de mon entreprise. Voilà. Premier point, fondamental. Et puis ensuite, décliner ça dans ses objectifs effectivement personnels. Combien de temps je veux accorder au développement de mes collaborateurs? Et pourquoi c'est important de développer mes collaborateurs? Et comment je dois faire pour développer mes collaborateurs? Pour développer leurs talents, leurs compétences. Et là, du coup, ça vient naturellement, parce que vous vous rendez compte que pour faire ça, de manière pratique, il faut peut-être que le vendredi après-midi, vous faisiez un petit pot avec eux, par exemple, pour discuter comment s'est passée la semaine, par exemple. Et puis, vous remontez des informations, des suggestions. C'est naturel, c'est humain. En fait, on redécouvre juste une démarche qui est une démarche naturelle, qui est juste en fait d'échanger avec ses collaborateurs. C'est mettre en place des rituels. Les rituels sont très bons. Les rituels peuvent être très bons, enfin, quand ils sont positifs, évidemment. Si c'est des rituels pour sabrer, ça ne sert à rien. Mais les rituels peuvent être les gens. Le rituel, en fait, c'est tribal. Donc ça nous met quelque chose d'identitaire. En fait, ça nous rapproche vers une identité d'entreprise. C'est pas quand c'est bien fait, quand c'est fait avec une bonne intention. Donc je reviens là-dessus. Quand c'est fait avec une intention honnête, bienveillante, bien sûr que c'est bon. C'est bon pour tout le monde, y compris pour soi. Et donc s'accorder du temps pour manager, et pour s'occuper en fait de ses collaborateurs avec une intention bienveillante, je pense que c'est aussi important que d'être bon techniquement, ou commercialement, ou les comptables. Hein. Avoir une relation avec son comptable, c'est très bien. Évidemment que si la gestion de l'entreprise n'est pas faite correctement, l'entreprise aura du mal à survivre. Mais les chiffres peuvent être parfaits et l'entreprise périclitée. Ça existe aussi. Est-ce que d'autres personnes veulent interagir sur Facebook ou sur Zoom? Vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. On est à votre écoute. Il y a Soufiane, donc le directeur du Rubik's Co, qui a dû s'absenter. Donc j'ai la mission de l'excuser. Je clôturerai donc ce format. Jérôme, sinon, est-ce que tu as 2 petites minutes, un point pour clôturer? Oui, pour clôturer, vous avez vu que c'est un sujet qui est très vaste, qui dépasse en fait ce qu'on a peut-être l'habitude de voir sur des formations très précises. Voilà, c'est un petit peu volontaire de ma part. Donc évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir traité ce sujet-là dans sa globalité. Je cherchais juste en fait à connecter ce sujet-là des objectifs à un grand chapitre qui est le management et un autre grand chapitre qui est le management moderne. Donc voilà, c'était ça en fait mon intention. Mon intention, c'est aussi de démontrer qu'il n'y a rien de définitif. Et donc ça rejoint mon premier slide qui est de dire prenons plaisir dans le changement permanent. De toute façon, on doit s'habituer au changement permanent. C'est aussi une des applications que j'ai déroulées en fait durant cette heure. Donc voilà, pas de prétention de ma part. Je suis absolument ouvert à discuter avec vous. S'il y a des cas s'il faut rentrer précisément dans votre situation, je suis tout à fait ouvert à discuter avec vous là-dessus. Ça aussi, c'est important. Personnalisez votre approche parce que l'identité de votre entreprise, elle est unique. Et donc, tout modèle, par définition, sera mauvais. Nous avons un slogan, nous, chez ITP, dans l'entreprise que je dirige avec ma tante Béatrice Canto, c'est de dire, qu'on affiche en plus sur nos murs, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà. L'idée de ce petit déjeuner pour ce lancement de 2021, c'était de dire, oui, il y a des embûches, mais il faut aller outre. Et on a besoin d'être en collectif, on a besoin d'amener tout le monde. Et je crois que la manière dont on manage en fait son équipe aura des vrais impacts
dans la finalité des objectifs qu'on a fixés. Absolument, et le comportement qu'on a nous en tant que manager face aux embûches, comme tu dis, est fondamental en fait pour la motivation des gens. En coaching génératif, on utilise souvent ça en disant ok, il y a eu une embûche, il y a eu un problème. Qu'est-ce que ce problème te dit en fait? Qu'est-ce qu'il te dit et comment tu vas t'en servir en fait finalement? Donc il n'y a pas d'échec, enfin il y a cette fameuse notion aussi du fait qu'il n'y ait pas d'échec, il y a simplement une information, certes qui est douloureuse parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, on n'a pas développé ce que l'on souhaitait, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment je peux tirer l'essence en fait de ça? Et ça correspond à ce que tu dis, donc c'est fondamental. Et en coaching génératif, on développe des capacités humaines, donc peut-être que finalement, si je devais donner qu'un seul conseil, c'est pour les entrepreneurs et les managers qui nous ont écoutés ce matin, c'est développez-vous, continuez de vous développer vous-même. Tout le temps, tout le temps. Humaine. Très bien, un grand merci à toi, merci à vous. Jérôme. C'était Donc, un plaisir. avec Anne-Sophie, on transmettra tous les éléments, on fera un retour. Bien sûr, cette vidéo donc, a été en Facebook Live, donc elle sera disponible sur la page Facebook Le Rubik's Co. Ouais. Un grand merci à tous pour votre présence ce matin. On vous souhaite encore une très belle année 2020, tous nos meilleurs vœux de réussite. 2021, oui, ça y est, on est passé en 2021. Donc tout le meilleur pour 2021. Et donc cette mise en pratique du management moderne. Voilà, exactement. Ce que je voulais, juste pour terminer, merci Maxime. Si ça vous intéressait, vous pouvez vous manifester quel que soit par le moyen. Et si vraiment il y a suffisamment de personnes, je peux organiser ici un atelier où là concrètement en fait on peut rentrer dans certains détails de vos situations et aller jusqu'aux objectifs. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée aussi, d'aller plus loin un petit peu dans les détails de chacun. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Donc on va se retrouver pour le prochain Petit Déj Pro qui aura lieu en février. Donc notre récurrence c'est tous les premiers mardis de chaque mois. Et celui de février, ce sera sur la thématique de l'inclusion des travailleurs handicapés avec l'ANRH et une personne qui fait partie du bureau de l'association, Eric, qui était là présent avec nous au Rubik's Co, Eric Loté, le directeur d'ESAT Les Ormeaux à Montlouis. Voilà, donc un grand merci à tous, on vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt, on reste bien sûr à votre disposition et au plaisir de vous revoir en espérant pouvoir faire du présentiel quand on le pourra. Ça serait bien. À bientôt, merci.